Alors, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Coding City. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui en fait? On va simplement mettre sur pied cette petite barre de recherche qui sera extensible et animée. Comment ça va fonctionner? Lorsqu'on va cliquer sur le bouton, la barre de recherche va être déployée et lorsqu'on va cliquer sur le bouton de nouveau, la barre de recherche va se replier. Donc pour ce projet, on va partir sur une base relativement vierge. Je n'ai qu'un dossier que j'ai appelé ici barre de recherche. À l'intérieur, j'ai une image qui est loop.png et c'est cette image qu'on a ici au milieu. Cette image, je l'ai récupérée sur le site Flaticon et elle appartient à Freepik. C'est une image libre de droit, mais j'ai quand même tenu à mentionner celui qui a mis sur pied cette icône. Donc, la première chose qu'on va faire ici, c'est de se créer déjà notre premier fichier comme toujours et ça sera index.html. Après le fichier index.html, je vais me créer un deuxième fichier ici que je vais appeler styles.css. Et je crois que je vais d'abord replier cette barre dans un premier temps. On va revenir dans notre HTML ici et je vais générer la structure minimale d'une page HTML. Le titre que je vais mettre ici, c'est barre de recherche. À vous de mettre ce que vous voulez. Et ensuite, je me dis que juste avant le titre, comme habituellement, je vais charger mon CSS. Donc, je vais charger ici le styles.css. On va descendre dans le corps de notre document et on va commencer à penser à la structure de notre projet comme toujours. Je vais me mettre une div ici que je vais appeler container. À l'intérieur de cette div, je vais me mettre une autre div qui va porter l'identifiant searchbox. Et à l'intérieur de cette searchbox, je vais me mettre un formulaire. Donc, le formulaire en lui-même va désormais porter les champs sur lesquels on aimerait travailler. Et dans le cas particulier de la recherche, on a besoin d'un seul champ de type input. Et à cet input, je vais donner un identifiant ici là qui sera le search. Je vais générer le champ et je me dis peut-être que je vais mettre un placeholder pour indiquer à l'utilisateur qui doit faire une recherche. Et là, ça sera recherché. Ensuite, je me dis, si on a notre champ de formulaire, il nous faudrait bien évidemment avoir un bouton. Donc, je vais mettre ici un button de type button, bien évidemment. Et je me dis que je vais peut-être lui mettre aussi un ID qui sera btn. Je génère le bouton en lui-même. Et là, je vois que j'ai bien la balise button, mais ça ne m'a pas mis le type que je voulais ici, là, qui est le button. À l'intérieur de ce button, je vais simplement mettre l'image de la loupe qu'on a. Cette image, je vais récupérer simplement loop.png. Maintenant, pour voir à quoi ça ressemble, on va utiliser Live Server et on va voir le rendu dans notre navigateur en temps réel. Pour le moment, voilà ce qu'on obtient. On a notre barre de recherche ici et on a ce bouton qui est tout grand et qu'on va devoir styliser bien évidemment. Donc, on va se rendre dans notre fichier de CSS et on va commencer à travailler. La première chose, comme toujours, c'est de réinitialiser certains éléments qui sont têtus dans le CSS. Et pour ça, je vais prendre tout ce que j'ai dans ma page. Je vais sélectionner également les éléments précédents et les éléments qui viennent après. Je vais demander que le box sizing soit à border box. Ensuite, je vais mettre les marges à 0 et je vais mettre également les marges intérieures à 0. Donc là, vous voyez qu'il y a un changement immédiat dans notre page. Je vais me dire par exemple que lorsque je prends le corps du document lui-même qui est le body, je vais changer sa couleur de fond. Et là, je vais mettre ici un BGC. La couleur que je mets, ça sera du 01, 09 et 16. Autre chose aussi, je me dis par exemple que je veux que cette hauteur prenne les 100% de la hauteur qui est disponible. Donc, je mets une hauteur à 100 VH. La prochaine chose à laquelle je vais m'intéresser ici, c'est le container. Et là, je cible le container. Pour le container, je vais mettre un display flex, un justify content à center, un align item à center et je vais lui mettre une hauteur de 100%. Vous voyez que les éléments viennent de se centrer par rapport à mon navigateur. Et je descends un peu plus bas, je cible ici la search box. Et à cette search box, je vais donner une position relative dans un premier temps. Et je vais également lui donner un display flex, un justify content à center, un align item à center. Je vais lui donner une largeur de 350 pixels. Et je vais lui donner une hauteur de 60 pixels. Maintenant, je continue et là, je vais m'intéresser au formulaire en lui-même. Donc, je cible ici le form et je dis que je lui donne simplement une largeur de 100%.
Ensuite, je vais descendre et je vais cibler le champ qui est dans le formulaire. Et pour le champ qui est dans le formulaire, on lui avait donné un identifiant qu'on a appelé search. Je vais le cibler avec cet identifiant et je vais lui donner une largeur de 350 pixels. Je vais lui donner une hauteur de 40 pixels. Je vais ensuite demander que je ne veux pas de bordure, donc je mets ici un border anon. Et après, je vais ensuite dire que je veux uniquement la bordure inférieure. Donc, je mets ici un border bottom. Et pour ce border bottom, je vais demander que ce soit un pixel solide. Et la couleur que je vais utiliser, ça sera du dièse 18, C7 et 27. Donc là, vous allez remarquer que j'ai une bordure qui apparaît, mais ça ne se voit pas très bien parce que l'image est très grande. Donc, je me dis par exemple que en ce qui concerne l'image, je vais d'abord cibler le BTN. Et lorsque je cible le BTN, l'image qui s'y trouve, j'ai envie de la réduire. Je me dis que je vais lui donner peut-être une largeur de 30 pixels dans un premier temps. Voilà à quoi va ressembler l'image pour le moment. Maintenant, je peux revenir sur mon champ de formulaire que j'étais en train de traiter et je vais par exemple me dire que la couleur de fond que je veux lui donner, je vais traiter ça en RGBA. Et au niveau du RGBA, lorsque je vais traiter, je vais prendre une couleur blanche. Et cette couleur blanche, je vais la diluer carrément à 0,5%. Donc, on aura un truc qui sera transparent de la sorte. Autre chose, par exemple, que j'ai envie de faire, lorsque je clique sur le formulaire, vous voyez qu'il y a cette bordure qui apparaît. Cette bordure, généralement, ça s'appelle le outline. Moi, je ne veux pas de outline, donc je vais le mettre à non. Et après, je vais par exemple me dire que la couleur de texte qu'on va utiliser, ça pourra être une couleur de texte blanche. C'est libre à vous de voir ce que vous voulez mettre. Moi, je vais mettre ici du dessin, DE et EC. Je me dis peut-être que la police de texte est petite ou alors ce n'est pas important et on va laisser la police de texte comme ça. Par contre, un truc que je me dis, c'est quoi? C'est que la partie qui est ici, je veux qu'elle soit arrondie, tandis que la partie qui est ici, je veux qu'elle soit carrée. Donc, ce que je peux faire, c'est de mettre un border radius. Et pour le border radius, je vais demander que ce soit 50 pixels. Ensuite, je mets 0 et après, je remets un dernier 50 pixels. Donc, si je sauvegarde, voilà le résultat qu'on obtient. Vous voyez que cette partie a directement été arrondie. Maintenant, je vais quitter le lait et je vais m'intéresser au placeholder parce que le recherché qui est à l'intérieur, je le trouve relativement moche. Je vais donc pour cela cibler ici l'élément search sur lequel on travaillait et je vais cibler particulièrement le placeholder qui contient. Je vais dire que ce placeholder va prendre une couleur particulière et cette couleur, c'est simplement la couleur que je viens de mettre ici en haut. Je vais la copier et je vais la remettre à ce niveau-ci. Et là, le placeholder vient de changer. Vu que le texte recherché est très collé au bord, je peux également lui mettre un padding en particulier. Le padding en question, je vais me dire que c'est de 10 pixels. Ensuite, je vais mettre 20 pixels. Ensuite, je vais remettre 10 pixels et à la fin, je vais mettre 70 pixels. Lorsque j'ajoute ce padding et je vais sauvegarder, vous voyez que le texte se décale. Mais de la gauche, il se décale énormément. Et c'est simplement parce que lorsqu'on a présenté notre projet ici, vous voyez qu'on a notre loop qui va se placer à ce niveau. Donc, il faudrait que le texte soit assez bien décalé. On va donc repartir dans notre éditeur de texte. Et la dernière chose que je vais lui ajouter ici, c'est une transition parce que je veux que les éléments se fassent, en fait, que les mouvements se fassent de façon un peu progressive. Et là, je vais mettre une transition en ease in out. La prochaine chose à laquelle je vais m'intéresser après le placeholder ici, là, c'est le bouton et je lui avais donné un identifiant BTN. Donc, à ce BTN, je vais commencer par lui donner une position absolue. Je vais demander qu'à gauche, il se place à la position 0 et que par-dessus, il se place également à la position 0. Ensuite, je vais lui donner un border et ce border sera de 2 pixels et j'ajoute un solide et la couleur que je vais mettre, c'est la couleur que j'utilise depuis à ce niveau-ci. Je vais copier cette couleur que je vais immédiatement coller par ici. Après, je me dis par exemple que je ne vais pas mettre directement cette couleur à ce niveau. Je vais la couper. Je vais plutôt mettre une bordure qui sera transparente. Et après, tout en dessous, je vais maintenant ajouter ici le border color. Et c'est là où je vais mettre cette couleur. Donc, théoriquement, ça ne change rien, mais vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi j'ai fait ça. Le bouton en lui-même, il possède un outline. Et ce outline, je ne le veux pas. Donc, je vais le mettre également à non.
Et ensuite, je vais maintenant donner les valeurs que je veux pour mon bouton, soit 60 pixels de hauteur et 60 pixels de largeur. Et puis, je me dis par exemple que mon bouton, il doit être arrondi. Donc, je vais lui donner ici là un border radius à 50%. La couleur que je vais donner à mon bouton ici, c'est la couleur que j'ai également donnée à la bordure. Donc, je vais prendre cette bordure-ci et cette couleur et je vais la coller à ce niveau. Et quand j'y pense, si je mets cette couleur, je mets la même couleur à la bordure, on ne voit pas vraiment l'importance d'avoir une bordure. Donc, la couleur que je vais mettre à la bordure, c'est plutôt la couleur que j'avais mis un peu plus haut ici. Comme ça, on aura un effet différent. Je vais descendre et je vais m'imaginer par exemple mettre aussi au bouton une transition. Et sa transition sera également de 0,5 secondes et le tout en ease in out. Ensuite, je me dis quoi? On va survoler le bouton et on veut qu'il y ait un effet sur le bouton. Donc, je prends ici le BTN et je lui applique le survol qu'on appelle avec le hover. Et lorsqu'il va survoler le bouton, je me dis que sa couleur va changer et elle va devenir une couleur un peu plus sombre. Je mets ici pour ça du RGBA. À ce RGBA, je vais mettre la valeur 18, ensuite la valeur 168 et ensuite la valeur 30. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est par exemple de me dire que le border color, dans ce cas, va devenir transparent. Maintenant, la dernière chose à laquelle je vais m'intéresser ici, c'est l'image qui est contenue à cet instant. Vous voyez qu'ici, on a l'image qui est à placer. Et je vais par exemple me dire que pour être sûr que mon image soit placée au milieu, je vais mettre ici du vertical align à middle. Et là, je viens de finir avec ma barre de recherche. Maintenant, on va passer au JavaScript. Et au JavaScript, on va devoir animer notre élément. On va faire le JavaScript ici en même temps dans le fichier. La première chose qu'on veut faire, c'est de sélectionner l'élément sur lequel on va agir. Donc ici, je vais dire par exemple que on va prendre le bouton, on définit un BTN. Et ce BTN, je vais récupérer le document et je vais prendre getElementById et je vais sélectionner l'élément auquel j'avais donné l'identifiant BTN, qui est le bouton sur lequel on va cliquer. En dessous, je vais dire, lorsqu'on va prendre le bouton, on va lui ajouter un événement. L'événement qu'on va ajouter ici sera le clic. Ça veut dire, lorsqu'on va cliquer, on veut y faire quelque chose. Ensuite, je vais dire que ça va prendre un E et on va lancer une fonction. La première chose que je vais faire d'abord, c'est de demander à faire un prevent default. Ça veut dire que lorsqu'on clique sur le bouton, ce qui devait d'abord se faire de façon naturelle, on n'aimerait pas que ça se fasse. Ça veut dire si ça devait soumettre le formulaire initialement, on ne veut pas que ça soumette le formulaire. Maintenant, je me dis qu'on va définir un autre élément qu'on va appeler ici le search. Ça, c'est uniquement lorsqu'on a cliqué sur le bouton. Et le search ici, ça sera un élément qu'on va récupérer bien évidemment avec le getElementById et on va récupérer l'élément search qu'on avait stocké comme identifiant, qui est en fait la barre de recherche en elle-même. Et à ce niveau, on va commencer à réfléchir à ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut réellement? On veut, lorsqu'on arrive initialement sur notre page, que notre barre soit uniquement comme ceci. Donc, on ne voit que cette petite loupe ici. Et c'est lorsqu'on va y cliquer que ça va se déployer. Ce qui veut dire que dans notre CSS, lorsqu'on va revenir, on va devoir mettre la largeur de la barre ici à 0 et on va également mettre sa hauteur à 0. On va sauvegarder et lorsqu'on sauvegarde, vous voyez qu'il y a ce petit truc qui déborde ici. En fait, cet élément qui déborde provient simplement du padding qu'on a mis ici. Donc, on va d'abord commenter ce fameux padding. Je sauvegarde et on a uniquement cet élément. Comment est-ce que notre code va fonctionner? Lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, il y a quelque chose qui doit nous indiquer qu'on a envie que notre barre se déploie. Et lorsqu'on va cliquer de nouveau, on veut désormais que ça nous indique qu'on veut que notre barre se replie. Donc, il nous faut une condition pour tester ça. Et moi, je me dis que l'élément idéal pour tester ça ici, ça sera la largeur de la barre. Donc, je vais demander ici à récupérer le search 8. Et le search 8 ici, là, ça sera simplement la barre de recherche qu'on a qui est le search. Et à cette barre de recherche, on va récupérer une propriété JavaScript ici, là, qui est le offset 8. Donc, je prends cette dernière propriété qui est ici. Et si à ce niveau, par exemple, je lance un console log de ce que j'ai récupéré dans le search 8, je vais ouvrir mon inspecteur ici, je vais ouvrir mon outil de débogage dans le navigateur. Lorsque je vais cliquer sur ce bouton, vous voyez que j'ai la valeur 0 qui apparaît. Donc, ça me dit que la largeur de ma barre de recherche est à 0. Si je reviens par exemple dans mon CSS ici et que je dis que cette valeur, je la remets de nouveau à 350 pixels, on va sauvegarder.
Lorsque je vais cliquer, vous voyez que ça me dit que c'est 350 pixels. Donc c'est sur ces deux éléments qu'on va jouer pour savoir à quel moment on doit déployer la barre ou alors replier la barre. On s'est donc dit quoi? Lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, on va lancer une première condition. Donc je vais lancer ici un if statement. Et je vais tester ça sur le search width. Je vais dire que lorsqu'on clique, si on teste que la valeur qu'on a c'est 0, on a envie de faire quelque chose. Par contre, lorsqu'on va tester, si la valeur qu'on trouve, donc le search width qu'on a ici désormais, si on se rend compte que c'est 350 qui est la valeur maximale de notre barre de recherche, on va faire un autre traitement. Voilà les deux conditions sur lesquelles on va travailler. Et je me dis par exemple que lorsqu'on va travailler ici au niveau de la première condition, on va prendre le bouton en lui-même. On va lui appliquer un style CSS et on va lui mettre une transformation. La transformation que je vais lui appliquer, ça sera une rotation. Donc je vais lui mettre ici un rotate Z. Et la rotation que je vais lui appliquer, c'est simplement de 90 degrés. Ce qui fait que lorsque je vais cliquer ici, vous voyez que la loupe se tourne immédiatement. Et après, je me dis, si on se rend compte que la barre de recherche est longue, quand on va cliquer de nouveau, ça va revenir à la position initiale. Mais lorsqu'on clique et que ça nous tourne la loupe, la deuxième chose qu'on veut prendre, c'est le search en lui-même. On va également lui appliquer un style et on va lui donner une largeur. La largeur qu'on va lui donner sera simplement de 100%. Ensuite, on va reprendre ce même search, mais cette fois-ci, on va plutôt lui donner une hauteur. Donc, on va prendre ici le 8, qui est la hauteur, et on va lui donner une hauteur de 40 pixels. Donc, si je reviens désormais et que je clique ici, vous voyez qu'on a cet élément qui se produit, qui se déploie comme ça. Maintenant, on se rend compte que le texte recherché est caché, or on aimerait qu'il soit visible. Pour ça, je vais également dupliquer cette ligne que j'ai ici et je me dis qu'on va mettre désormais le padding. Le padding qu'on va mettre, on va pas se gêner, on va simplement copier les valeurs qu'on avait ici à l'intérieur. Je vais les copier et je vais revenir à ce niveau-ci. Je vais les mettre ici. Donc si je clique de nouveau, voilà ce qu'on aura. Maintenant, on a un problème avec cette barre. Cette barre, lorsqu'on y clique, vous allez vous rendre compte que tous les éléments se déploient immédiatement. Donc, la longueur, la largeur et la hauteur se déploient immédiatement. Par contre, la barre qu'on a de ce côté, lorsqu'on y clique, on a d'abord la largeur qui se déploie avant que la hauteur ne se déploie. Donc, ce qu'on veut, c'est que la largeur se déploie en premier. Ensuite, la hauteur se déploie après un certain moment et le padding également. Et pour faire ça, bien évidemment, on a une fonction qu'on appelle le setTimeout en JavaScript. Cette fonction va prendre une fonction de callback. La fonction de callback va simplement dire ce qu'on veut que le setTimeout fasse. Et quand est-ce que ça va se produire? Ça va se produire après 500 millisecondes. Pourquoi je mets 500 millisecondes? Parce que les transitions que j'ai appliquées dans mon CSS, c'était justement 500 millisecondes. Donc, je vais revenir à ce niveau. Je vais dire après 500 millisecondes, ces deux lignes de code, c'est là où tu vas les exécuter. Désormais, si je reviens ici, de ce côté, lorsque je vais cliquer, vous voyez que la ligne sort. Donc, la largeur se déploie et ensuite, la hauteur se déploie après une demi-seconde. Je vais donc prendre tout le bout de code que je viens de mettre un peu plus haut ici et je vais coller ce bout de code juste ici en dessous. Lorsqu'on va cliquer sur le bouton à nouveau, si la largeur est de 350, on a simplement envie de faire une rotation à 0 degré. Donc, je vais mettre 0 degré pour que ça revienne à la position initiale. Maintenant, la chose qu'on a envie de faire, c'est de ramener la largeur à 0. Donc, je vais mettre ici 0. Le seul problème, c'est que les éléments qui doivent se produire dans l'ordre inverse des choses. Ça veut dire que quand on a déployé notre barre, on a d'abord déployé la largeur, ensuite la hauteur. Mais lorsqu'on la replie, on va d'abord replier la hauteur et ensuite replier la largeur. Donc, je vais prendre la largeur, je vais la mettre dans le setTimeout et les deux éléments qui sont là, eux, ils vont sortir du setTimeout. On va sauvegarder ça. La hauteur va passer immédiatement à 0 et le padding également va passer à 0. Donc maintenant, si je clique, la barre se déploie normalement et si je clique de nouveau, la barre se replie normalement. Et là, comme vous pouvez le constater, on a fini avec ce tutoriel. Il aurait été relativement simple, le tout c'est simplement de comprendre comment on aimerait que nos éléments se comportent. On va donc se donner rendez-vous dans un prochain tutoriel.
très bientôt sur Coding City. Surtout, n'oubliez pas, si mes tutoriels vous plaisent, abonnez-vous à la chaîne, partagez les contenus et laissez-moi des likes. Et en outre, si vous avez des questions à poser, je les attends en commentaire. On va se donner rendez-vous très bientôt.